Il est 18h sur FIM FM, première sur l'info. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Mariam Ba. 18h à Conakry, bonsoir et bienvenue dans ce FIM Soir. Le sommaire, c'est officiel, la chambre de jugement de la CRIEF vient de rendre ce mercredi une décision concernant la prise en charge sanitaire de l'ancien ministre des Postes et Télécommunications. Désormais, Oye Guilavogui a la possibilité de se soigner dans une structure sanitaire de la place de son choix sous escorte de la garde pénitentiaire. Réunir les différents membres du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée autour d'un idéal commun, c'est l'objectif que se fixe le 7e congrès ordinaire inclusif du SLEG qui a démarré ce mercredi à Conakry. Cependant, la faction d'Aboubacar Souma dit ne pas être concernée par ce congrès. Des détails à suivre dans ce journal. FIM FM, le journal. Une nouvelle fois, bonsoir et bienvenue à tous. Début ce mercredi du 7e congrès ordinaire inclusif du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée est placé cette année sous le thème dialogue social et unité syndicale. Ce congrès vise à réunir les différents membres du syndicat autour d'un idéal commun. Plusieurs acteurs de l'éducation prennent part à cet événement qui se déroulera du 15 au 16 novembre 2023. Mawa et Vassila et Adamaba étaient de la partie et suivaient. Le congrès ordinaire et inclusif du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée est un rituel auquel ce syndicat se prête chaque 5 ans en vue de renouveler ses instances et prendre des décisions qui devront orienter ses travaux au cours du prochain mandat. Ismaël Gassim Kalissa est le porte-parole de l'Assemblée parlementaire. L'acte majeur d'unification des deux branches que vous posez ce matin est évocateur. Il nous interpelle et nous encourage à transcender nos divergences, à privilégier le dialogue social, la responsabilité et la quiétude sociale dans nos futures initiatives. Michel Pépé Balamou, secrétaire général du SNE, se réjouit de cette union. À la manipulation, non à l'instrumentalisation. Et je pense que cette union va fédérer tous les éléments du SNEC. Ils comprendront que la marche est irréversible et que cette unification qui a commencé ne pourrait être entravée par qui que ce soit. Omar Tunkara, ex-secrétaire général adjoint du SLEG, affirme que les membres doivent mettre les différends de côté et consolider la paix au sein de la structure. Que ce congrès se fasse sous le signe du renouveau, sous le signe du pardon, de la tolérance. Pour ce faire, chacun de nous, individuellement et collectivement, nous devons transcender ce qui nous divise et consolider ce qui nous unit. Nous sommes tous conscients qu'unis nous sommes forts, divisés nous sommes faibles. Au sortir de cette première journée du congrès, tous les participants sont restés unanimes sur la culture de la paix et l'union pour propulser le syndicat vers un lendemain meilleur. Et pendant ce temps, la faction d'Aboubacar Souma aussi prépare activement son congrès. Contacté par notre rédaction, le secrétaire général de l'autre aile du SLEG dit ne pas être concerné par le congrès électif du SLEG dit unifié dont les travaux ont été lancés ce mercredi au Palais du Peuple. Je vous propose de l'écouter. Nous ne sommes pas partie prenante de ce congrès. Le SLEG, n'est-ce pas, est ici. Le SLEG originel est là. Avec beaucoup d'enseignants comme ça, nous sommes en réunion de travail dans les préparatifs de notre congrès aussi. Parce que nous aussi, on fera en sorte que le congrès soit tenu avant fin décembre, conformément, n'est-ce pas, à nos textes. Et le congrès ne peut pas se tenir sans que cette procédure-là ne soit respectée. Il faut d'abord renouveler toutes les structures à la base avant d'appeler au congrès national. Ce sont ces éléments élus à la tête de ces bureaux de communes et de préfectures qui sont conviés au congrès. Ça, c'est le texte qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit. Donc, en conformité de cette loi-là, nous ne pouvons pas prétendre organiser, n'est-ce pas, et venir, n'est-ce pas, participer à un congrès qui est programmé par un groupuscule d'éléments et acquis à une cause, je ne sais même pas comment qualifier cette cause-là. Donc, des individus manipulés, n'est-ce pas, on ne peut pas dire que qu'ils parlent au nom des deux bureaux exécutifs nationaux, mais quel individu? FIM FM, le journal. Et puis les négociations tripartites entamées depuis 3 mois entre le gouvernement, le patronat et le mouvement syndical guinéen ont été finalement bouclées ce mardi par la signature d'un protocole d'accord tripartite. Dans le dit protocole, plusieurs points inscrits dans la plateforme revendicative des syndicalistes ont été pris en compte, a fait savoir ce mercredi le président de la commission négociation du mouvement syndical. Contacté par notre rédaction, Abdoulaye Barry dit n'avoir aucune crainte concernant
concernant le respect de cet accord par le gouvernement. Maman Adama Silla. La signature de ce protocole d'accord est vivement saluée par le président de la commission négociation du mouvement syndical. À l'issue de ces dernières négociations, le gouvernement s'est engagé à répondre aux préoccupations des syndicalistes, d'où la prise en compte de plusieurs points. Il y a le point qui concerne la valeur monétaire du point d'indice qui a été revalorisé à hauteur de 35%, 20% en janvier 2024, 5% en juillet 2024, 5% en décembre 2024, 5% en juillet 2025. Il y a l'indemnité de logement qui a été rehaussée de 113 000 à 450 000, l'indemnité de transport qui a été rehaussée de 312 800 à 450 000 francs. Il y a le secteur privé, on a eu un accord avec le patronat, accepté qu'on repousse les négociations pour le secteur privé au plus tard le 31 mars 2024. Quant au respect des engagements pris par les autorités concernant l'application stricte de ce protocole, Abdoulaye Bari semble confiant. C'est la valeur monétaire du point indice échelonné. Nous ne craignons pas aujourd'hui de ça. Nous avons confiance au gouvernement. Nous estimons qu'ils vont respecter ce qu'on a signé. Cependant, certains syndicalistes ne sont pas d'accord avec la mise en application échelonnée de ce protocole d'accord, mais pour Abdoulaye Bari, seule la voix de la majorité compte à ce sujet. Nous avons tenu une assemblée générale des élus à la base hier. Il y avait plus de 400 élus. Ce qui reste clair, la grande majorité qui était là hier, après qu'on ait fait le compte rendu, ils ont accédé à la chose. Donc, c'est normal que eux, si toutefois ils n'ont pas peut-être compris, c'est normal qu'ils manifestent leur colère. À noter que les syndicalistes contestataires ont prévu d'organiser une assemblée les jours à venir pour dénoncer le contenu de ce protocole. D'accord. Et justement, Madame Assila, ces contestataires étaient ce mercredi à la Bourse du Travail pour exprimer leur désapprobation par rapport au paiement échelonné des 35% obtenus du gouvernement à l'issue des négociations tripartites constituées un mouvement dénommé Mouvement On n'est pas d'accord. Ces syndicalistes invitent les autorités à revoir ce mode de paiement. Compte rendu Alseni Diallo, Ibrahima Diallo. Ils étaient plus d'une dizaine de membres issus des différentes structures syndicales à se mobiliser devant la Bourse du Travail ce mercredi. Parmi eux, Aboubacar Diesto, membre du bureau exécutif du syndicat national de l'éducation. L'accord à l'issue duquel 35% ont été obtenus pour les travailleurs de Guinée sur la valeur monétaire du point d'indice, nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord sur son mode de paiement. Échelonné jusqu'en 2025, parce que nous estimons qu'il n'y a aucune garantie liée à ce protocole. Selon Aboubacar Diesto Camara, le protocole d'accord signé ne leur est pas favorable. Il pointe du doigt les syndicaux. Nous, travailleurs de l'administration publique, ici présents, nous désapprouvons cet accord. Nous rejetons à bloc ce protocole qui ne va pas dans l'intérêt des travailleurs de Guinée. Parce que nous estimons que nous sommes instrumentalisés à travers nos leaders syndicaux qui ont eu une forte pression, qui n'ont pas pu suivre les desiderata de la base. C'est pourquoi les membres du mouvement On n'est pas d'accord invitent le président à prendre des dispositions pour revoir le protocole d'accord signé. Nous l'invitons en tant que président de la République de demander impérieusement, religieusement, à ce qu'on puisse surseoir à l'exécution de ce protocole qui a été signé tard dans la nuit, qui n'est pas en adéquation avec les desiderata des fonctionnaires de la République. Les jours à venir, une assemblée sera conviée par les membres du mouvement On n'est pas d'accord, au cours de laquelle ils vont interpeller le gouvernement sur les conséquences que ce protocole risque d'engendrer. Je vous le disais dans les titres, poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, Oye Guilavogui pourra désormais se faire soigner dans une structure sanitaire appropriée de son choix. La décision a été prise à l'audience de ce mercredi par la chambre de jugement de la CREF. Une mesure qui fait suite aux différents rapports médicaux déposés par ses conseils devant cette haute juridiction du pays. Aboubacar Sidiki Camara nous fait le point.
À l'audience de ce mercredi, Oyegui Lavogui n'a pas pu comparaître devant la chambre de jugement de la CRIEF pour des raisons de santé. Tout de même, les différentes parties se sont prononcées sur son évacuation pour son traitement. Moustapha Mariam Diallo, substitut du procureur. Sur la base de l'ensemble des demandes qui ont été déposées et les rapports médicaux qui ont été déposés par les médecins qui sont en charge du patient Oyegui Lavogui, qui est gravement malade, nous vous demandons, Monsieur le Président, le placement du prévenu Oyegui Lavogui dans un centre hospitalier adéquat pour une prise en charge pour son traitement. Ici ou ailleurs, dit-il, son déplacement pourra être encadré afin que le prévenu puisse retrouver sa santé. Un avis que ne partage pas la partie civile. Amadou Baben Camara, avocat de l'État guinéen. Ce dont le parquet est en train de dire, nous tombons de nu quand on nous parle de rapports médicaux, requêtes et afférentes. Nous n'avons rien de tout cela, Monsieur le Président. Après avoir écouté les différentes parties au procès, la Cour a ainsi rendu sa décision sur cette question. Alassane Mabinti Camara, juge audiencier. Pour une bonne administration de la justice, ordonne l'hospitalisation de Monsieur Oyegui Lavogui dans une structure sanitaire appropriée de son choix en République de Guinée, sous le contrôle de l'administration pénitentiaire. Poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics portant sur une somme de 50 millions de dollars destinés à la relance de la Sotelgui, le prévenu a toujours rejeté les faits à lui reprocher. Justice dans ce journal. Procès des événements du 28 septembre 2009. Les témoins continuent de défiler à la barre devant le tribunal criminel de Dixine après Thibou Camara hier mardi. C'est l'ancien chef d'état-major général des forces armées qui a comparu ce mercredi. Et comme son prédécesseur, lui aussi a témoigné de ce qu'il sait des événements du 28 septembre 2009. Mais il s'est beaucoup appesanti sur les péripéties qu'ont connues les corps qui ont été ramassés au stade par la Croix-Rouge. C'est un compte-rendu de Sekou Diatea Camara. Le général à la retraite, Oumar Sano, a expliqué que dans la matinée du 28 septembre 2009, il était à son bureau au camp Almami Samori Touré. Il dit avoir appris beaucoup de choses du massacre au stade à travers son poste récepteur. Il s'est souvenu qu'entre 10h et 11h, une Française responsable de la Croix-Rouge l'a appelé au téléphone pour l'informer que son service est débordé au stade, qu'il y a beaucoup de blessés et de morts. Elle a donc sollicité, selon Sano, de nouvelles ambulances pour secourir les victimes. Il dit avoir appelé ensuite le ministre de la Santé, le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, pour le lui dire. Ce dernier, qui était en route pour son chantier, lui aurait répondu que toutes les ambulances sont sur cale, excepté une seule de l'hôpital Donka qui était déjà dans la course. Puisqu'elle ne voyait pas de nouvelles ambulances, la Croix-Rouge a ensuite sollicité des camions. Omar Sano a alors demandé au commandant du train militaire de préparer et d'acheminer 3 camions au stade. Un 4e a été ajouté après. Sous les directives de la Française, les chauffeurs ont embarqué les corps pour la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Pour n'avoir pas trouvé les responsables de la morgue sur place, les chauffeurs ont décidé d'aller garer les camions dans l'enceinte du camp Samori. Selon l'officier à la retraite, il n'a pas vu les corps, mais il a été porté à sa connaissance que la dame en a embarqué 155 dans les différents camions. Tous ont été transportés à Ignace Dine, plus 2 autres retrouvés plus tard. Les camions ont été retournés au parc du train militaire aux environs de 17h, a conclu le témoin parlant de la situation des corps. Et cette première sortie de l'ancien chef d'état-major général des forces armées a réjoui les avocats des parties civiles. Ils pensent que le témoignage du général à la retraite Oumar Sano vient lever un camp de voile sur la gestion qui a été faite des corps par les officiers militaires après le massacre. On écoute Maître Alpha Amadou Desba, un d'entre eux. Il y a une très grande avancée aujourd'hui, surtout en ce qui concerne les disparus. Aujourd'hui, nous avons la preuve ultime qu'il y a eu au moins 150 personnes qui ont été tuées au stade. Ils ont été transportés dans des camions militaires, conduits d'abord au camp et ensuite à la morgue, dans les différentes morgues. Aujourd'hui, la question de savoir est-ce que ces personnes-là ont disparu, il n'y a plus de doute. Il y a au moins 100 personnes qui ont disparu du fait de cette affaire. Aujourd'hui, nous devons questionner le colonel Diaby parce que c'est de lui, le ministre de la Santé, de qui relevait directement les morgues, les différentes morgues de notre capitale. Aujourd'hui, le voile a été levé sur un pan très important de cette affaire et je crois que la responsabilité du colonel Diaby ne fait l'objet d'aucun doute quant à la disparition au moins de 155 corps ont été transportés par des camions militaires alors que ces 57 corps qui sont connus officiellement. On écoute la réaction de Maître Bombi Mara au micro de Sekou Diatea Camara.
Dans sa déposition ce matin, il dit qu'il a reçu 155 corps après 2 corps supplémentaires, ce qui fait 157 corps. Ces corps sont arrivés à Ignace Dine, il n'y avait pas de place. Ces camions se sont retournés au camp Samori. Et lui, étant présent dans son bureau, il n'a pas pris soin de descendre, d'adresser l'information à qui de droit, qui est le département de la santé. Ces camions sont restés un bon moment et après ces camions sont repartis vers Ignace Dine. Mais tout le monde sait que Ignace Dine ne peut pas contenir tous ces corps. Je le demande maintenant, puisque ces 57 corps qui ont été véritablement reconnus par la commission de restitution des corps, selon lui-même sa déclaration dans son procès verbal d'audition à la date du 11 septembre 2014, la différence entre 157 et 57 corps, c'est 100 corps. Donc pour moi, ce sont des contre-vérités qu'il est en train de nous déclarer. Et je suis allé lui demander, est-ce que ce n'est pas lui qui a participé ou bien avec la complicité d'autres personnes à la dissimulation de ces corps? La réponse qu'il a donnée que c'est non. Mais toujours est-il que lui, chef d'état-major général des armées, les chauffeurs, plus son commandant de train, plus la dame de la Croix-Rouge, entre ces 5 personnes ou ces plusieurs personnes-là, se trouve la vérité, l'existence des autres corps. Et toujours dans le même siège de procès des événements du 28 septembre, après les victimes, c'est les témoins qui font désormais leur déposition. Mais leur passage continue de susciter des interrogations. Certains se demandent ce qu'ils peuvent apporter pour la manifestation de la vérité. Interrogé ce mercredi par notre rédaction, le juriste Mamoudou Montesquieu Diakité estime que la comparution des témoins est importante dans le déroulement d'un procès. Il précise tout de même qu'un témoin qui ne dit pas la vérité peut se retrouver dans le box des accusés. Reportage Mbani Sidibé. Après les accusés et les victimes, le tribunal a décidé de donner la parole à plusieurs témoins dans le but de faire la lumière sur les massacres du 28 septembre 2009. Leur témoignage permet au juge d'asseoir sa conviction dans sa prise de décision. Le juriste Mamoudou Montesquieu Diakité parle de 2 types de témoins. Il y en a 2 catégories. Les témoins à charge sont les témoins qui sont cités par le ministère public qui peuvent accabler les accusés ou l'accusé, alors que les témoins à décharge sont des personnes qui sont citées par les accusés qui viennent pour étayer un peu leur version des faits. Ce que les témoins peuvent apporter, c'est de donner une conviction aux juges. Souvent, il y a des témoins qui peuvent faire des faux témoignages dans le but de protéger un accusé. Cela peut leur être préjudiciable, prévient le juriste. Les témoins prêtent serment en jurant de ne dire que la vérité. Alors s'il est avéré que les témoins ont déposé sous le mensonge, ils peuvent être condamnés par la justice. Ce qui veut dire que son témoignage peut être la cause du fait que lui-même il peut se retrouver dans le box des accusés. Si les déclarations qu'il fait croire aux juges qu'il pourrait être concerné par la commission des infractions. Pour Mamoudou Montesquieu Diakité, seul le juge peut décider de la comparution ou non d'un témoin. Les avocats ne peuvent pas s'opposer à la comparution des témoins que le juge estime être nécessaire pour la manifestation de la vérité, à moins qu'ils n'établissent que les témoins ont des connexions familiales conformément aux dispositions de l'article 428 du Code de procédure pénale qui cite un certain nombre de conditions sous lesquelles on ne peut pas témoigner. Ils sont plus de 40 témoins qui seront pour le moment entendus par le tribunal criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel. Parmi eux, il y a des militaires, gendarmes et médecins qui exerçaient des hautes fonctions à l'époque des faits. L'Union des patriotes pour le développement de la Guinée est une formation politique créée à l'intérieur du pays et son siège national s'y trouve. À travers une convergence, son leader se bat pour la paix et la quiétude sociale dans la région de Kankan et de Farana, a confié Amadou Sector Barry lors de son passage dans l'émission Talk Politique de ce mardi. Décryptage à l'Issila. C'est l'un des rares partis politiques guinéens créés en province dont le président fondateur lui-même y est installé. Amadou Sector Barry, président de l'UPDG, donne les raisons de ce choix. Il faut décentraliser la politique guinéenne. Et vous savez, les vrais militants, c'est à l'intérieur du pays. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et à Conakry, ils sont avec tout le monde. Quiconque sort, tu vois la foule. Mais qui est le vrai militant? Point d'entrée. Donc c'est la raison pour laquelle l'UPDG a jugé nécessaire d'être à l'intérieur du pays. Plus précisément à Kankan. Le parti est créé à Kankan. Pour éviter les violences que la région de la Haute-Guinée a toujours connues au moment des scrutins guinéens, le président de l'UPDG a mis en place la convergence des partis politiques pour la paix. La convergence des partis politiques que j'ai créée en Haute-Guinée, c'est juste pour éviter des violences politiques qu'on a toujours enregistrées en Kankan. En 2010, vous savez ce qui s'est passé à Ziguiri. En 2015, ce qui s'est passé. En 2020, on a enregistré des dégâts importants à Kankan, là où 12 concessions ont été calcinées.
connaît. 63 boutiques et magasins. Il y a eu des personnes qu'on a tuées. Se prononçant sur la manifestation des militants du RPG Arc-en-Ciel ce mardi réclamant le retour au pouvoir de l'ancien président, le leader politique dit ses vérités à qui veut l'entendre. C'est impossible que Alpha Condé se retourne en Guinée pour être président. Ça, c'est pas possible. Il faut avoir le courage de le dire. Et il ne faut pas que Alpha continue à tromper les gens. Soyons très clairs. Il a de faire des visioconférences. Il faut avoir pitié des personnes qui t'ont soutenu. Le président de l'UPDG précise que son parti né en 2018 est de l'opposition, mais qu'il n'appartient à aucun groupement politique du pays. Et puis améliorer les relations civilo-militaires pour le respect des droits de l'homme pendant les maintiens et le rétablissement d'ordre lors des manifestations. La question est depuis 3 jours au centre d'une rencontre d'échange et de partage entre les forces de sécurité, des élus locaux, des responsables de la société civile, ainsi que des partis politiques. Cette initiative de la Bonnette Intelligente Démocratie sans violence vise à lutter contre la méfiance entre ces acteurs et promouvoir les libertés et les droits de l'homme pour une Guinée sans violence. Touré Amadouré. Cette action fait suite aux violences enregistrées pendant et après les manifestations qui ont engendré ces derniers temps assez de victimes en Guinée. Pour le responsable de la démocratie sans violence, la rencontre vise à améliorer les relations civilo-militaires. Mamadou Kali Diallo. Œuvrer dans le cadre de l'instauration d'un état de droit sans violence en République de Guinée. 22 policiers, 22 gendarmes directement impliqués dans les questions de maintien d'ordre sur les thématiques suivantes, à savoir les questions de droits de l'homme, les questions de torture, le maintien d'ordre dans le respect des droits de l'homme, fait appel aussi aux élus locaux, aux représentants de partis politiques et la société civile. Le directeur Bureau du droit de l'homme invite les forces de sécurité à prendre leurs responsabilités pour éviter de ternir l'image de la Guinée en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Colonel Michel Théa. Les tenues que nous portons aujourd'hui, c'est l'argent des contribuables, la population guinéenne. Nous avons toutes les images, avant, pendant, après des manifestations. Vous avez vos droits. Les manifestants aussi, ils ont leurs droits. Alors, protégeons cette population. Nous étions parmi eux, nous allons nous retourner encore parmi eux. La loi, elle nous protège. La loi, elle nous interdit. La loi, elle nous punit. Vous devrez le savoir. Cet autre colonel de police appelle les civils et les forces de sécurité à se respecter mutuellement pour lutter contre la violence sous toutes ses formes afin d'instaurer un état de droit en Guinée. On veut établir en Guinée un état de droit. Cet état de droit doit être basé sur une démocratie qui ne connaît pas la violence, qui respecte les droits de l'homme, le droit de manifester. Il y a aussi le code de conduite, parce que c'est surtout le comportement du policier et du gendarme sur le terrain qui fait souvent que après il y a la judiciarisation, il y a la poursuite. Il faut souligner que les forces de l'ordre sont souvent accusées d'être violentes envers les citoyens pendant le maintien et le rétablissement d'ordre lors des manifestations. Et puis à Siguiri, un jeune garçon a été victime d'enlèvement et de viol perpétrés par des inconnus. Les faits se sont produits mardi à Siguiri, Koura 1, dans la commune urbaine. Le médecin légiste qui s'est exprimé devant la presse confirme la thèse de viol commis sur le petit garçon âgé seulement de 7 ans. Dr Abdoulaye Bassirou Kondé, également gendarme, explique que la victime se rendait à la révision lorsque des inconnus ont abusé de lui. Suivez le reportage de Amadou Rebaré. Incroyable mais vrai, à Siguiri, un jeune garçon de 7 ans a été violé par des inconnus. Le cas de viol a été confirmé par le médecin légiste qui a examiné la victime. Selon Dr Abdoulaye Bachir Kondé, les présumés agresseurs ont abusé du petit garçon par la voie anale. Le jeune homme de 7 ans a quitté à la maison pour aller à la révision vers le soir, mais jusqu'à 20h, ses parents n'ont pas vu. Donc on l'a cherché, c'est à 21h qu'on l'a trouvé dans les buissons, dans le quartier Sigirinkura 1. L'enfant était fatigué, il était couché là-bas. Par inquiétude, ses parents l'ont amené à l'hôpital. Mais à l'observation, qu'est-ce qu'on a constaté? L'enfant était violé, c'est-à-dire il y a eu une pénétration sexuelle au niveau anal. Il a été violé au niveau anal. Le médecin lieutenant du haut commandement de la gendarmerie nationale parle d'une violente pénétration par la voie anale du garçon, une autre victime de viol sur mineur. Et ça a provoqué même une déchirure anale, parce que franchement, le petit souffrait, était
totalement fatigué, qui ne pouvait même pas bouger. Donc il a été réanimé et il y a eu la réparation anale. Les présumés violeurs sont pour le moment introuvables. Dr Aboubakar Bachirou Kondé annonce l'ouverture d'une enquête pour retrouver les bourreaux du jeune garçon. Toutefois, le médecin légiste interpelle les parents. Ils n'ont qu'à faire tout possible de garder très bien leurs enfants. Parce que Sigirim aujourd'hui c'est une ville très noire. Tout est possible dans cette ville. Et qu'est-ce qui est à la base de ça? C'est la mauvaise éducation. La semaine dernière à Boukaria, situé dans la sous-préfecture de Kintignan, un autre petit garçon a échappé miraculeusement à la mort. Mamadou Keira, élève de la première année et âgé de 6 ans, a été égorgé par ses présumés kidnappeurs qui n'ont pas été identifiés. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Partons à présent avec les informations sur le plan international. Film Soir, Transinfo. Film Soir au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. Ousmane Sonko, hospitalisé depuis le 6 août après avoir entamé une grève de la faim, le 30 juillet a finalement été transféré à la prison de Cap-Manuel dans le centre de Dakar dans la nuit de lundi à mardi. Ses avocats dénoncent le fait de ne pas avoir été avertis de cette décision. La Cour suprême britannique a confirmé ce mercredi l'illégalité du projet hautement controversé du gouvernement d'expulser vers le Rwanda les détenteurs d'asile, d'où qu'ils viennent arriver illégalement sur le sol britannique. L'armée israélienne a lancé dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 novembre une opération ciblée contre le Hamas dans l'hôpital Al-Shifa, le plus important de la bande de Gaza, où s'entassent des milliers de personnes, mais qui reste considéré comme un site militaire stratégique du mouvement islamiste par Israël et les États-Unis. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a défendu ce mercredi l'adoption d'une prochaine loi d'amnistie pour les indépendantistes catalans, poursuivis par la justice, jugeant que le dialogue et le pardon étaient nécessaires pour soigner les blessures ouvertes par la tentative de sécession de 2017 en Catalogne. Nous garantirons l'invité de Film Soir. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Et l'invité de Film Soir est l'enseignant-chercheur à la retraite, membre fondateur du syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinness League. Dr Ousmane Ouora Diallo s'exprime sur beaucoup de sujets d'actualité nationale, notamment sur les négociations qui se sont déroulées entre le gouvernement, syndicats et le patronat. Dr Ousmane Ouora Diallo répond aux questions de Touré Amadouré. Dr Ousmane Ouora Diallo, bonsoir. Bonsoir. De votre expérience syndicale, quel est votre constat sur les négociations entre patronat, gouvernement et syndicats? Merci, M. Touré. Je fais un constat mitigé. J'observe de loin, naturellement. Peut-être je ne connais pas toutes les réalités actuelles, mais il faut dire que la négociation a trop traîné. Et lorsqu'elle traîne trop, elle crée plus de problèmes que de solutions, parce que la base a l'impression que le gouvernement ne l'a pas beaucoup écouté ou n'est pas très attentif à ses problèmes, malgré l'effort fait par le gouvernement de donner jusqu'à 35% sur une demande qui était de 100%. Et je pense qu'en matière de négociation, c'est pas mal ce qui est obtenu. Seulement, les sentiments de frustration de part et d'autre sont là. Et je pense que cela est dû aussi à une mauvaise préparation du côté syndical. Comment ça s'explique? Ça s'explique sur le fait qu'ils devraient, les syndicalistes, avoir identifié clairement les problèmes qui sont communs à tous les travailleurs et les problèmes spécifiques pour lesquels ça nécessite une attention particulière selon les classes des travailleurs. Et malheureusement, c'est pas comme ça que je vois la négociation, parce que le porte-parole de l'intercentrale à la négociation n'est pas du tout des classes qui sont souvent dans le besoin d'être écoutées et d'être traitées mieux, et c'est ce qui pose problème. À votre niveau, qu'est-ce qu'il faut améliorer du côté syndicat pour quand même pouvoir bénéficier de plus? Normalement, du côté syndicat, il y a beaucoup de choses, à mon avis, qu'il faut améliorer. La première des choses, c'est l'unité. Éviter la mauvaise compréhension, surtout avoir une bonne politique de communication, de mobilisation de la base, mais pas seulement la base syndicale qui les appartient, mais également la société civile qui peut apporter des soutiens à des moments donnés, parce que c'est des stratégies que le syndicat utilise pour amener le gouvernement et le patronat à fléchir sur certaines positions difficiles. Mais le syndicat devrait aussi tenir compte de la réalité du moment, savoir que
les problèmes des travailleurs, ce n'est pas les seuls problèmes que le gouvernement a à résoudre. Il y a les problèmes de la société toute entière, il y a les problèmes économiques. Il faut tenir compte de tous ces paramètres et avoir une écoute attentive lors de la négociation. De l'autre côté, quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui au gouvernement en tant qu'observateur que vous êtes? Le conseil que je peux donner avant tout, c'est l'écoute attentive du gouvernement sur les problèmes des travailleurs. Parce qu'il ne faut pas que les travailleurs aient l'impression de ne pas être considérés, de ne pas être écoutés au niveau du gouvernement ou au niveau du patronat. Avoir une communication claire, naturellement, là où ça échauffe aujourd'hui à la base, c'est les échéances de paiement. Et là aussi, le gouvernement doit pouvoir expliquer, faire accepter les syndicats ce qui est acceptable et renoncer à ce qui n'est pas acceptable. Parce que aussi les syndicats sont dans des difficultés face à leur mandat pour faire passer certaines choses. Et vous, Dr Ousmane Ouara Diallo, si vous êtes Premier ministre, chef du gouvernement à la place de Dr Bernard Gomou, comment vous allez vous y prendre devant de telles situations? Merci, c'est un souhait que vous émettez que je prends volontiers. Je pense que je le mérite autant que ceux qui l'occupent. Je pense qu'un Premier ministre devrait tenir compte d'un certain nombre de points dans une négociation syndicale aussi difficile que celle que nous traversons aujourd'hui. La première des choses, c'est l'écoute attentive, je reviens là. Il faut que le gouvernement, en tant que Premier ministre, qu'il veille instruire ses ministres qui sont à la négociation, d'écouter attentivement, de comprendre les problèmes des travailleurs et de parler avec eux franchement pour que les travailleurs aient le sentiment d'être vraiment considérés au niveau du gouvernement. La deuxième des choses, il faut tenir compte des intérêts des autres. Parce que dans un pays, tout le monde n'est pas salarié. C'est des gens aussi dont le gouvernement a charge de résoudre les problèmes. Et à mon avis, il faut tenir compte de cette couche, les problèmes économiques, la vision du gouvernement et les problèmes des travailleurs. Cela suppose une bonne communication. Le Premier ministre doit instruire ou lui-même parfois le faire et communiquer sur la politique du gouvernement, sur les engagements du gouvernement. En quatrième position, c'est de considérer les conséquences de toute décision qui sera prise. Parce qu'à long terme, les décisions qu'on peut prendre aujourd'hui là peuvent impacter positivement ou négativement l'économie. Et tenir compte de cela permettrait au gouvernement, au Premier ministre, de rassurer les uns et les autres, pas seulement la classe ouvrière qui est en face de lui, mais l'ensemble des acteurs de la nation pour que les problèmes puissent trouver solution et que la Guinée puisse avancer. Et enfin, favoriser le dialogue. Le dialogue est primordial. Il faut que les gens s'écoutent, se parlent franchement, clairement, sur tous les aspects et ça rassure les parties en négociation. Dr Ousmane Ouara Diallo, merci pour votre disponibilité et surtout pour avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Merci M. Touré de m'avoir donné cette opportunité. Et merci à vous également, Madouri Touré, pour cette interview. Film Soir se termine. Merci à l'ensemble de la rédaction politique et à la technique. Les programmes se poursuivent sur nos antennes. Bonsoir chez vous.